Je suis Vadim Karpiak. Ma collègue est Olena Fliak. Et maintenant, nous allons répéter l'expérience d'il y a 3 ans, un entretien avec le président et la première dame. Madame Olena, Monsieur Volodymyr, bonjour. Bonjour tout le monde. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans. Vous étiez alors candidat à la présidentielle, 3 mois dans la politique ukrainienne, et j'ai commencé l'entretien par la question « Comment vous sentez-vous pendant ces 3 mois dans la politique ukrainienne ?» Vous avez dit 2 choses, que les gens ne sont pas ce que vous pensiez qu'il était et que vous en êtes venu à apprécier beaucoup plus votre famille. Je ne m'en souviens même pas. Et nous, on s'en souvient tous. La télévision se souvient de tout. 3 ans ont passé. C'est aujourd'hui l'anniversaire de votre investiture. Le pays est en guerre. Vous êtes devenu l'homme de l'année, selon les lecteurs du magazine faisant autorité Time. Maintenant, après 3 ans et toute cette expérience, comment vous sentez-vous dans la politique ukrainienne, et même dans la politique mondiale? Quant à moi, je crois que pour moi aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement majeur dans les valeurs et les priorités. Pour moi, la grande politique mondiale, c'est d'abord la place de l'Ukraine dans le monde, et c'est vrai. Il y a 3 ans, c'était plutôt un rêve. Je n'avais aucune expérience politique à ce stade, encore moins d'expérience diplomatique. Et aujourd'hui je comprends quelle place l'Ukraine mérite d'occuper. Je me bats pour cet endroit avec notre peuple et avec notre armée. Parce que dans cette guerre, nous nous battons non seulement pour nos territoires et non seulement pour toute notre terre, mais nous nous battons aussi pour une place dans le monde pour notre pays prospère. Vous voyez, nous ne voulons pas que nous, désolé pour une telle comparaison, restions coincés entre les dents des grands empires. Nous ne sommes certainement pas un empire, et j'aime vraiment et impressionne ce fait. Nous sommes un autre État. Nous avons une mentalité complètement différente. Et même si nous avions cette opportunité, nous ne voulons pas être un empire. Les Ukrainiens ont la même attitude, il peut y avoir n'importe quoi en dehors de nos frontières, l'essentiel est que tout se passe bien pour nous. Harmonie, paix, tous les membres de la famille à la maison à la même table, et paix et ordre dans le pays. Les diplomates se battent pour la place la plus importante de notre État au niveau mondial. Leur tâche principale est de défendre une place digne pour notre État entre égaux. Et c'est le cours le plus important de notre pays. De ce fait, cela aura un effet positif sur nos relations avec l'Union européenne, ou avec certaines alliances de défense, ou garants de la sécurité. Mais c'est différent, je veux dire, ce sont les résultats de nos politiques cohérentes. Et malgré la guerre, je vois cette séquence, nous suivons ce chemin. Et je crois qu'aujourd'hui l'un des résultats de cette politique est le titre des « Hommes de l'année ». Je tiens à souligner que c'est le titre de tous les Ukrainiens. Ce sont nos Ukrainiens qui sont les gens de l'année. Et tout cela est le mérite de l'unification de notre pays. Par conséquent, toutes les médailles, ordres, prix, noms de rues ou de places qui me sont adressés, en fait, ne s'adressent pas à moi, mais à tous ces gens qui défendent notre État, chacun à sa place, qui est à l'arrière et qui est armé. C'est un point très important. Un point très important est la différence entre les citoyens et la société. La société est là, et les citoyens, quelqu'un est parti, quelqu'un change le passeport. Mais tout cela est autre chose. Je ne veux pas les caractériser. Ce n'était pas la question. J'ai répondu si longtemps, désolé. Qu'est-ce qui a changé? Et les réponses ont probablement changé. J'entends que vos réponses ont changé. Je suis d'accord avec toi, beaucoup de choses ont changé. Et je vais vous dire honnêtement, je profite du moment en ce moment. Ce qui s'est passé hier est déjà passé, et nous ne savons pas ce qui se passera demain. Mais en ce moment même je suis à côté de ma femme,
Nous sommes assis avec vous, la région de Kiev est désoccupée, nous défendons le Donbass. Autrement dit, à côté des choses habituelles pour moi, il y a des choses stratégiques, pour moi en tant que personne et en tant que président. Et j'essaie d'obtenir toutes les émotions positives qui sont là en ce moment. Mais, bien sûr, je ne me réjouis que des résultats positifs de notre État, car je ne peux pas me réjouir du fait que quelqu'un est bloqué, que quelqu'un est blessé, que quelqu'un est mort, etc. Mais je vis aujourd'hui. La chose la plus importante est que j'ai commencé à voir mieux. C'est-à-dire qu'au fil des ans, j'ai commencé à voir un peu pire quand il s'agit de petites choses, mais de grandes choses, comme ce qui va se passer ensuite, ce que nous voulons, je pense que c'est choses que j'ai commencé à voir. Madame Olena, dans une interview il y a 3 ans, vous n'étiez pas satisfaite de l'idée de votre mari de se présenter à la présidence. Il est improductif de regretter quelque chose. Beaucoup de choses ont changé en 3 ans. La guerre a commencé. Quels sont vos sentiments maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de votre famille après la guerre? Et comment avez-vous changé personnellement? Je me souviens de notre conversation et je peux expliquer pourquoi j'avais alors de telles émotions. Il me semble, comme toute femme, que j'ai compris que notre famille, nous deux et mon mari, étions confrontés à de grands défis, avec lesquels nous devions nous battre et vivre. Et bien sûr, comme toute personne qui veut la paix, je ne voulais vraiment pas de tels changements. Mais j'ai aussi compris qu'il pouvait gérer toutes les épreuves. Je savais juste que ça allait être dur. Ce n'était pas facile, et maintenant, bien sûr, pas facile. Personne ne savait il y a 3 ans que la pire épreuve qui nous attendait était la guerre qui venait de commencer. Et je ne peux pas dire que beaucoup de choses aient changé depuis le début de cette guerre. Comme il était un homme fiable et un homme bon, il est resté. Ses croyances n'ont pas changé, son point de vue ne change pas. Et la famille, bien sûr, comme toutes les familles ukrainiennes, est maintenant séparée. Votre guerre a pratiquement emporté votre mari. Personne ne m'enlèvera mon mari, pas même la guerre. Mais oui, il vit au travail. On le voit à peine. On ne s'est pas vu depuis 2 mois et demi, n'est-ce pas? Nous n'avons parlé que par téléphone. Maintenant, nous avons eu plusieurs occasions de nous rencontrer, et je vous suis également reconnaissant de cette opportunité, car nous passons maintenant du temps ensemble. Rencontre à l'antenne. Oui, au revoir. Merci. C'est, vous savez, une excellente occasion de boire du thé ensemble. La magie de la télévision. La magie de la télévision. Merci pour ça. Je ne dirais pas que notre famille a changé. J'ai peut-être changé, c'est ce que vous pouvez dire. Je ne remarque pas. Ça te va bien. Tu sembles être en forme. Merci beaucoup. Autrement dit, nous, comme tout le monde en cette période difficile, tenons bon, tout va bien. Il en est de même dans notre famille. Malheureusement, on ne peut pas s'asseoir, dîner avec toute la famille, parler de tout, planifier quelque chose. Nous avons parlé au téléphone que nous étions tous les deux en train de dîner. Tu ne pouvais pas tout partager avec moi. Nous dînons donc au téléphone. Mais j'ai l'impression que tu m'as caché quelque chose et que tu as mangé quelque chose de délicieux, et je ne l'ai pas mangé, je pense. C'est une blague. Vous voyez, tout va bien, on plaisante. Mais nous attendons vraiment qu'il soit possible de se réunir, comme toutes les familles en Ukraine qui sont maintenant séparées, qui attendent leurs proches qui veulent être à nouveau ensemble. Avant de passer à certaines de ces questions militaires importantes, car je voudrais également vous poser des questions à leur sujet, Monsieur le Président, de quoi êtes-vous le plus fier pendant votre présidence à ce jour? De quoi suis-je fier? Le plus de ces 3 années. Je pense que c'est un respect constant pour notre peuple. Et ce ne sont pas que des mots banals. Et il ne s'agit pas seulement de la guerre. Notre peuple s'est montré sous son meilleur jour et en temps de paix. Les gens sont l'environnement, ce sont ceux que vous voyez, qui sont pour vous et pour qui vous êtes. Et nos gens sont les meilleurs.
J'ai toujours cru au peuple ukrainien. Toujours. Et la force de notre peuple pendant cette guerre est une autre preuve indiscutable et des plus importantes non seulement pour moi mais pour le monde entier que nous avons un peuple indomptable, fort d'esprit. Et c'est ce dont je suis définitivement fier. Oui, j'en suis fier, j'en suis vraiment fier. Je vais demander différemment. Deux autres choses. De plus? J'ai demandé à propos d'un. Environ un, puis tout. Je vais formuler la question différemment. Quelle est votre plus grande réussite au cours des 3 dernières années? C'est vraiment difficile pour moi de dire. Il en a toujours été ainsi. Il m'est difficile de parler de moi, de mes actions ou des actions de ceux qui m'entourent. C'est très difficile à dire. Il me semble que seul tout résultat doit et peut être évalué. Lorsque vous avez atteint la fin, fait tout ce qui était en votre pouvoir et terminé votre travail dans son intégralité, le résultat de votre travail devient évident. Et il est possible de l'estimer. Si nous parlons de la guerre, de ce qui s'est passé et se passe maintenant, nous devons mettre fin aux hostilités, libérer le pays des envahisseurs, atteindre la fin, malgré le temps chaud et si doux du printemps devant nos fenêtres. À l'extérieur de nos fenêtres, nous voyons un ciel paisible, mais nous ne voyons pas ce qui se passe à l'extérieur des fenêtres dans d'autres villes. Et il y a une vraie et terrible guerre. La vie continue dans notre région de Kiev, qui a été libérée des envahisseurs. Mais de diverses sources d'informations nous pouvons apprendre que la guerre en Ukraine continue. Nous ne pourrons voir le résultat et apprécier ce que nous faisons que lorsque la guerre sera terminée. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est raisonnable. Cela n'a donc pas de sens de poser des questions sur vos erreurs, car nous ne savons pas si ce sera une erreur ou non. Vous avez commencé à parler des gens, et j'aimerais vous poser une question à leur sujet. J'ai commencé la conversation en disant qu'après 3 mois dans la politique ukrainienne, vous avez vu que les gens n'étaient peut-être pas ce que vous pensiez qu'ils étaient. Maintenant, les gens sont notre plus grande valeur. Vous vous retrouvez dans une situation où il reste très peu de personnes qui ont commencé à travailler en politique avec vous. Pourquoi est-ce arrivé? Et à mon avis, c'est un excellent résultat. Vraiment, tout d'abord, il est toujours dans mes priorités d'atteindre le résultat souhaité. Et c'est beaucoup plus facile et agréable de le faire avec des gens qui partagent les mêmes idées, avec des gens qui ont les mêmes valeurs de vie. Et le fait que j'ai dû dire au revoir à beaucoup de gens montre que j'ai maintenant des personnes partageant les mêmes idées à côté de moi. Deuxièmement, la politique change les gens. Je ne veux pas utiliser ce mot banal de « népotisme », mais néanmoins je crois vraiment qu'il n'y a pas de personnes très proches et très étrangères en politique. La politique change la situation et nous devons nous adapter rapidement. Vous devez courir. La guerre a aussi changé la donne. Tout le monde ne s'est pas enfui. Quelqu'un a couru dans l'autre sens. Quelqu'un a décidé de fuir à l'étranger, ou est peut-être encore en train de fuir. Mais je suis sûr qu'avant tout, ces gens fuient eux-mêmes, pas l'Ukraine. Je suis sûr et certain. Et les plus fiables restent dans le pays. Certaines personnes m'ont même surpris. Ils sont restés ici, nous avons travaillé ensemble. Ils m'ont surpris en ne quittant pas notre pays et la position qu'ils occupent, et nous travaillons maintenant côte à côte avec eux. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à montrer sa faiblesse. Ou peut-être que ce n'est pas une faiblesse, mais une adéquation. Je ne peux pas évaluer ces actions de manière adéquate maintenant, car nous ne savons pas comment cela se terminera. Je suis sûr que la victoire nous attend. J'y crois depuis le premier jour de la guerre. Nous suivons ce chemin, vers la victoire. Et il n'y a pas de carrefour, et il n'y a pas d'alternative,
et il n'y a pas de sujet de discussion. Nous n'avons qu'un seul objectif, la victoire. Même lorsque nous nous rendons dans l'Union européenne, nous empruntons des voies et des approches différentes, car toutes les personnes sont différentes. Et dans ce cas, nos diplomates se joignent au travail. Mais dans la guerre avec la Russie, nous n'avons qu'un seul chemin. Je comprends donc pourquoi les gens quittent le pays. Ceci est influencé par la politique, la guerre, les valeurs et, probablement, le temps. Le temps change les gens. Et les gens changent et vous quittent. Vladimir Alexandrovitch, je veux revenir sur le sujet de la guerre et je veux mentionner quelque chose. Peut-être vous attendiez-vous à autre chose? Des noms? Non, il ne s'agit pas de nom de famille. Il n'y a qu'un seul écart. Vous dites que la politique change les gens, et Madame Olena dit que vous n'avez pas changé. N'as-tu pas changé rien que pour elle? Peut-être que je ne suis pas un politicien. Vous n'êtes pas complètement politicien. Vous ne vous sentez pas politicien? Je me sens vraiment comme un président. C'est une excellente réponse. Il me semble que votre grand avantage est que vous ne vous sentez pas complètement politicien. Surtout maintenant, alors que le pays est en guerre. Mais revenons à l'époque où vous êtes devenu politicien. Bien. Je me souviens, Volodymyr Alexandrovitch, de ce que vous avez dit en vous tenant debout sur la haute tribune. Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais nous devons y mettre fin. Ensuite, vous avez cru que cela pouvait se terminer diplomatiquement. Aujourd'hui, lorsqu'une guerre à grande échelle se déroule, il est clair pour nous que nous ne la gagnerons pas par la diplomatie, mais uniquement sur le champ de bataille. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Et pourquoi ne pouvons-nous pas gagner diplomatiquement? Quand l'ai-je ressenti? Si possible, je ne répondrai pas à cette question pour vous aujourd'hui. Je sais exactement quand j'ai réalisé quel choix j'avais fait. Je connais exactement mon attitude face à différentes choses et je sais exactement à quoi je me préparais. Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas répondre à cette question aujourd'hui. Mais, néanmoins, le sens des mots que vous venez de mentionner a vraiment changé. Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais nous devons y mettre fin, est vrai. Je peux les répéter mot pour mot aujourd'hui. Mais leur contenu sera différent. C'est vrai. Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais nous devons y mettre fin. Je pensais vraiment que la guerre pouvait être terminée uniquement par des négociations. Je comprends que la fin de cette guerre sera aussi diplomatique. La toute fin. Mais, malheureusement, je pensais qu'il s'agissait de négociations qui avaient un délai approprié. Je pensais que grâce aux négociations, nous pourrions trouver des réponses à de nombreuses questions et prendre de nombreuses décisions avec la partie russe. Je le pensais vraiment. Mais, malheureusement, cette situation peut être comparée à une voiture qui ne fonctionne pas à l'essence et qui n'est pas une voiture électrique. Ceci est un hybride. C'est pourquoi cette guerre est si difficile, et la victoire sera très difficile. La victoire sera sanglante. Nous l'obtiendrons certainement au combat. Mais tout se terminera par des négociations. J'en suis sûr, car il y a des choses que nous ne pourrons régler que par la négociation. Parce que nous voulons récupérer tous nos territoires, et que la Fédération de Russie ne veut pas tout céder, elle ne veut rien céder. C'est pourquoi la fin de la guerre sera ainsi. Je me souviens que dans les jours qui ont précédé la guerre, vous étiez un peu nerveux lorsque les renseignements occidentaux vous ont conseillé de vous préparer à une invasion et ont dit que tout serait très difficile. Vous avez répondu qu'il ne fallait pas semer la panique, vous avez tout sous contrôle. Vous ne croyiez vraiment pas que la guerre allait commencer? À cette époque, nous étions déjà en guerre. Guerre à grande échelle. Oui, nous vivions dans une guerre constante qui était complètement hybride. Même avant cela, il y avait de nombreuses attaques et cyberattaques, etc. Nous avons compris à partir de quel territoire cela a été fait. Vous vous souvenez que les sites internet de la Banque nationale et des ministères ne fonctionnaient pas à cause des attentats.
Je ne veux pas parler de la pression exercée sur les forces de l'ordre et nos services de renseignement. C'était bien avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Nous avons compris ce qui se passait, la préparation. Mais la portée et l'arrogance de ce que nous avons vu, personne n'a pleinement compris. C'est une chose quand on sait que les chars viendront probablement de Biélorussie. Et c'est une autre affaire quand la Russie attaque l'Ukraine à travers la Biélorussie. Et c'est une autre affaire lorsque des roquettes volent de Biélorussie. Il semble que la différence soit minime, et comme si nous étions prévenus, il y a eu des rapports selon lesquels de l'autre côté pourrait commencer une technique offensive. Mais la différence est grande. Avec qui êtes-vous en guerre? Êtes-vous en guerre avec les forces et les moyens qui se trouvent sur le territoire de la Biélorussie, qui traversent la Biélorussie et vont en Ukraine, ou êtes-vous en guerre avec deux pays? Le diable est dans les détails. Par conséquent, personne ne savait jusqu'à la fin ce qui se passait. Et toutes les informations qui nous ont été fournies par le renseignement n'étaient pas entièrement vraies. Parce que personne ne connaissait les détails. Tout le monde se préparait pour divers événements. Nous avons mené nos propres activités préparatoires, diverses reconnaissances de nos pays partenaires, leurs activités. Tous les pays ont répondu à ces avertissements. Mais personne n'avait plus de détails que nous n'en connaissions et ne possédions. Personne ne l'avait fait. Tout ce que l'intelligence nous a dit s'est produit. Et rien de plus que ça. Nous pouvons discuter de tout cela, pour être honnête, pendant des heures, et nous rappeler comment cela s'est passé. Mais je crois que cette offensive a commencé en octobre, pour être honnête. Et ici, nous pouvons nous rappeler comment nous nous sommes préparés, et ce qui s'est passé, et quels étaient les messages, et quelles ont été les premières étapes économiques, financières, cyber, blocage et pénurie d'essence, et comment cela s'est passé. Réduction d'énergie, etc. Et tout a commencé en septembre-octobre. Bien qu'en principe, il serait juste de commencer par la 2014e année, mais si nous parlons d'une invasion à grande échelle, alors je pense que tout a commencé à l'automne. Mais la grande offensive commence le 24 février. Maintenant, les Ukrainiens, lorsqu'ils se rencontrent, se demandent « Où étiez-vous quand la guerre a commencé ?» Certains étaient au Kilimandjaro, d'autres au Mexique et d'autres encore chez eux. J'ai reçu un appel du travail et je faisais du café à 4 heures du matin. La guerre, pas la guerre, et le café doit être bu. Vous souvenez-vous de cette 4e heure du matin du 24 février? Pouvez-vous parler des premières émotions, du premier appel? Nous sommes le 3e. Nous n'étions pas au Kilimandjaro, nous étions chez nous. J'étais aussi à la maison. Et j'étais là aussi. Si nous étions tous chez nous, qui était au Kilimandjaro? Il y a de tels héros. Eh bien, à 4 heures du matin, nous ne faisons généralement pas de café, je ne le bois certainement pas si tôt. Je me souviens m'être réveillé à cause des bruits étranges à l'extérieur de la fenêtre, probablement comme tout le monde. Il faisait nuit alors, presque la nuit. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que Vladimir n'était pas là. Je suis allé dans la pièce voisine et je l'y ai trouvé. Il était déjà habillé, en costume, mais sans cravate. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a juste dit « C'est commencé ». Les émotions qui me submergeaient ne pouvaient être transmises avec précision, elles étaient à la fois horreur et engourdissement. Et Vladimir est parti après cette courte phrase. Et après ça, on peut dire qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et, pour être honnête, je comprends qu'il était très tendu à l'époque. Nous avons tous immédiatement réalisé que la vie avait changé pour toujours. Et maintenant, j'ai vraiment hâte qu'ils me disent que c'est fini. Tout le monde attend la victoire. Tout le monde attend cela.
Je crois que je ne serai pas le premier à entendre ces mots de sa part, car il est maintenant constamment au travail. Alors je veux l'entendre avec d'autres, au moins à la télévision. Vous dites? Je suis sûr et certain. Ces personnes vous le diront. Toutes les informations passent par eux, par la télévision. On entendait des explosions. Elena a tout à fait raison. À ce moment-là, j'étais absolument prêt. J'allais sortir. J'ai été prévenu avant ces explosions que nous avons entendues. J'ai reçu le signal un peu plus tôt, alors que le bombardement venait de commencer. Bien que, peut-être, même plus tôt. Tous nos services gouvernementaux attendaient l'attaque depuis un certain temps déjà. Le renseignement et l'armée étaient déjà en alerte. Ils surveillaient la zone à partir de laquelle il pouvait y avoir un risque d'attaque. C'est pourquoi j'ai été informé dès que les préparatifs du bombardement ont commencé. Et dès que j'ai reçu le signal, je me suis immédiatement mis au travail. Elena, en principe, a déjà tout dit. Mais je me souviens avoir dit qu'il fallait expliquer calmement aux enfants que la guerre avait commencé sans rien inventer. Parce que tout le monde doit comprendre comment se comporter pendant la guerre. Je me souviens qu'avant cela, je rentrais chez moi très tard, car il y avait une réunion du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine. Et là, nous avons discuté de ces questions, et tous les documents ont été préparés et une structure a été développée pour ce que nous allions faire. Nous avons compris que si la guerre éclatait, l'État devrait fonctionner comme un seul organisme. Chacun doit être à sa place pour assurer la structure financière. Nous avons également fait certaines choses à l'avance, concernant la Banque d'État et les réserves d'État. C'est-à-dire, pour ainsi dire, tout était en sécurité. Nous avons compris les risques et élaboré un plan d'action à l'avance. Il me semble que ces mesures ont été prises la veille de la guerre. Mais je ne me souviens pas exactement maintenant, pour être honnête. Elena a-t-elle parlé de la guerre aux enfants? Oui bien sûr. J'ai dû leur expliquer cela quand je les ai réveillés à 4 heures du matin et leur ai dit, au cas où, faisons nos valises. Mais ils m'ont même surpris. Il n'y a pas eu de crise de colère. J'ai essayé d'être énergique et joyeux, comme si rien de terrible ne s'était passé. Et ils ont suivi toutes mes instructions rapidement et avec discipline, rassemblant rapidement les choses. Bien sûr, après un certain temps, il est devenu clair que nous ne pouvions même pas imaginer revoir papa. C'est pourquoi nous avons tous pleuré plusieurs fois. Mais maintenant, les enfants essaient de ne pas perdre courage. Ils savent que leur père n'abandonne pas, et ils n'abandonneront pas. Monsieur le Président, puisque nous avons parlé du 24 février, dans quelle mesure étions-nous militairement prêts pour cette journée? Parce que, par exemple, j'habite à Bucha, et j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle les troupes russes se sont retrouvées à Bucha. En fait, près de Kiev, c'est à quelques kilomètres de la capitale. Étions-nous prêts pour cela? En termes de taille des forces utilisées par la Fédération de Russie, qui a utilisé absolument tout, même les réserves, ainsi que la soi-disant mobilisation silencieuse. Autrement dit, ce n'était pas bruyant, c'était un secret, car la mobilisation est un signe ouvert de guerre. Et ils ne pouvaient pas nous déclarer la guerre et appelaient cela une opération militaire. Par conséquent, nous savons qu'il y a eu cette mobilisation secrète et ils ont envoyé de nombreuses troupes en Crimée, en Biélorussie dans différentes directions. Et la seule zone où nous n'avons pas vu une grande concentration de troupes est la Transnistrie. Et nous savions tout le reste. Rien de spécial ne s'est produit le long des frontières de l'Ukraine. Il y avait la même concentration de troupes qu'il y a un an, et elle n'a pas augmenté. Ils s'éloignaient, s'approchaient, ils avaient des rotations et ainsi de suite.
Leur nombre était considérable. Je crois qu'aujourd'hui aucun pays européen ne serait en mesure de faire face à un tel volume. Il est difficile d'évaluer comment ils sont venus. Bien que les militaires et les analystes aient toujours dit que l'Ukraine ne serait pas prête s'il s'agissait d'une invasion à grande échelle de la Fédération de Russie. Pourquoi donc? Parce que notre territoire est 28 fois plus petit que le territoire de la Russie, mais notre pays est quand même grand, et vous ne pouvez pas concentrer tous vos efforts uniquement, par exemple, près de Kiev, lorsque vous êtes attaqué par une grande armée. Nous devons encore penser à la défense aérienne, aux chars et à d'autres équipements. Le professionnalisme des militaires est d'une grande importance. Nous sommes très reconnaissants pour la défense du territoire, mais il y a toujours une différence entre les soldats professionnels et les militaires insuffisamment formés. Tout le monde comprend cela. Et tout ce nombre de personnes et d'équipements est réparti sur tout le territoire. Bien sûr, il n'y a pas assez de militaires. Pour protéger notre territoire, nous avons besoin d'au moins 250 000, voire 260 000 personnes, et nous n'avions que 120 000 combattants. Ainsi, au début de la 22e année, j'ai signé un ordre d'augmenter l'armée de 100 000 l'année suivante. Et peu importe qu'il y ait de l'argent dans le budget ou non. Il s'est avéré que nous en avons un besoin vital. Mais même ces centaines de milliers supplémentaires n'ont pas pu arrêter l'ennemi. Ils ne pouvaient pas. Aujourd'hui, notre pays n'est protégé que par 700 000. Et en 3 mois, vous voyez le résultat du travail de 700 000 personnes qui se battent et défendent notre vaste territoire. Et ici, il convient de noter que c'est le nombre au moment de la guerre. C'est ce qui s'est passé à la suite de l'invasion. Bien sûr, si on nous apportait de l'aide immédiatement, ce serait beaucoup moins pour détruire des infrastructures et faire des victimes humaines. Je ne veux pas discuter de l'OTAN maintenant. Mais il y a des armes dans les pays de l'OTAN qui pourraient nous aider à fermer le ciel dès les premiers missiles lancés sur notre territoire. Ils ont Patriote, une défense aérienne sérieuse, etc. Mais ils ne nous ont pas aidés. La panique a éclaté dans le pays, les gens ont commencé à fuir, ont jeté leurs voitures sur le bord de la route, créé des embouteillages. Tout cela profitait à l'ennemi. Donc, à la question de savoir s'il était possible de se préparer à cette guerre, je répondrai ceci, que nous étions bien préparés. L'ennemi n'était pas au courant de beaucoup de nos surprises, que nous lui avons préparées, mais plus tard, il les a apprises. Cependant, vous vous souvenez probablement qu'à cette époque, tous les analystes pensaient que l'armée russe capturerait notre pays en 2 ou 3 jours. C'est un fait connu. Presque tout le monde le pensait alors. Les analystes militaires doivent revoir leur méthode d'analyse. Tout a déjà été revu, tout a été préparé. Nous avons dû étudier en profondeur les affaires militaires, et nos partenaires américains, lorsqu'ils reçoivent de nous des listes de nos besoins, comprennent bien que nous comprenons cette question dans le détail. Nous avons besoin de beaucoup d'argent non seulement pour rééquiper notre équipement et nos armes, mais aussi pour passer des armes soviétiques aux armes de l'OTAN. C'est très difficile si vous n'êtes pas membre de l'OTAN, car dans ce cas vous n'avez pas de licence, donc personne ne vous vendra d'armes. C'était avant la guerre. Certains nous ont conseillé de creuser des tranchées. Mais creuser des tranchées ne peut être opposé à un pays comme la Russie. Parce qu'il est impossible de gagner la guerre avec une pelle. Et c'est pourquoi nous avons demandé des armes. Et ils nous ont entendus. Aujourd'hui, les analystes militaires américains parlent de réévaluer leur système de travail.
Un seul des services de renseignement américains a pu prédire la résistance farouche des Ukrainiens. Si nous avons déjà parlé de la guerre, puis-je poser des questions sur Mariupol? Tout le monde s'inquiète du sort de nos défenseurs, car tout le monde les regarde maintenant. Je comprends qu'on ne peut pas dire grand-chose pour la sécurité de ces personnes, mais quand même, si quelque chose peut être dit, s'il vous plaît dites-le. Une chose est sûre, ce sont des gens absolument héroïques. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas que la garde nationale, car on parlait constamment et partout de la garde nationale. Je tiens à souligner ceci, sur le territoire d'Azovstal, il y a 400 autres gardes frontières, beaucoup d'entre eux ont été blessés et tués, mais 400 restent sur le territoire de l'usine, des parachutistes, des policiers et même des représentants du service de sécurité d'Ukraine. De plus, un grand nombre d'infirmiers militaires et d'habitants ordinaires restent dans la ville. Et maintenant, nous pouvons dire sans aucun doute que tous ces gens sont de vrais héros. Comment est ce qui s'est passé? C'est une question à laquelle on répondra plus tard. Mais tous ces gens sont de vrais défenseurs intrépides de Mariupol. Un très grand nombre de personnes sont mortes. Malheureusement, beaucoup de nos braves pilotes sont morts, et ce sont aussi des gens très héroïques. Ils savaient à quel point il était difficile de se rendre à Azovstal, presque impossible, et essayaient toujours de le faire pour livrer des médicaments, de la nourriture et de l'eau aux défenseurs de Mariupol. Les corps des morts devaient être enlevés et les blessés transportés pour leur fournir des soins médicaux appropriés. Tout s'est passé là-bas. Personne ne pouvait commenter. Vous demandez, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de couloirs aériens vers Azovstal, en raison du déploiement d'une puissante défense aérienne russe. La Russie contrôlait le ciel. Nous avons donc demandé de l'aide pour fermer le ciel, nous avons constamment demandé de l'aide. Nous n'avions pas peur de leurs avions, bien qu'ils soient aussi dangereux. Mais nous avons vu que leurs pilotes avaient aussi peur de décoller, car eux aussi sont morts. Le principal problème était leur système de défense aérienne et leurs missiles. Il était impossible d'approcher simplement Mariupol. Pendant de nombreuses semaines, les pilotes d'hélicoptères ont tenté d'atteindre Azovstal, sachant que 90% d'entre eux ne revenaient pas. Imaginez que malgré cela, nos pilotes aient encore volé là-bas. Ils se sont assis à la barre, risquant leur vie pour livrer de la nourriture, de l'eau, des armes et récupérer des soldats blessés aux personnes bloquées à l'usine. Beaucoup de nos pilotes sont morts. Je pense que ce sont tous de vrais héros. Et donc, quand on parle de Mariupol, je veux qu'on mentionne tous ces gens. Et quelle est la prochaine? Et puis l'évacuation. À ce jour, tous les civils ont été déportés, ceux qui étaient piégés à l'usine, et l'évacuation des autres civils qui se trouvaient dans la ville même, a commencé depuis longtemps. Les médecins ont déjà été sortis, les blessés graves ont été sortis et les blessés ont été sortis. Et en ce moment même, pendant notre conversation, je le sais avec certitude, il y a aussi une évacuation. Je pense que dans un avenir proche la suppression de tous sera terminée. Espérons-le. Nous espérons qu'avec l'aide d'intermédiaires, qui seront nos partenaires occidentaux, il y aura un déblocage complet. J'ai lancé un appel aux dirigeants de la Turquie, de la Suisse, d'Israël et de la France pour qu'ils nous aident dans les négociations avec la Fédération de Russie, quand nous avons vu qu'il était impossible de débloquer par des moyens militaires. Honnêtement, croyez-moi,
j'ai discuté de cette question des dizaines voire des centaines de fois en détail avec les dirigeants d'autres États et leur ai demandé de fournir des armes appropriées à nos militaires afin d'atteindre Mariupol par des moyens militaires et de débloquer notre peuple. Et les gens qui étaient prêts à participer à cette opération étaient également sûrs à 90% qu'ils ne pourraient pas revenir vivants. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de ces volontaires, absolument héroïques, qui voulaient risquer leur vie pour débloquer leurs camarades. Mais nous avons ce que nous avons. À ce jour, les gars de Mariupol ont reçu un signal de l'armée indiquant qu'ils ont parfaitement le droit de partir et de sauver leur vie. Nos militaires et le commandement militaire ont transmis ces mots à tous ceux qui sont bloqués à Azovstal. Le médiateur, ainsi que les pays que j'ai mentionnés ci-dessus, étaient également des représentants des Nations Unies. Nous étions d'accord avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et aujourd'hui, nos militaires d'Azovstal ont déjà été évacués, et tout dépendra du rôle de l'ONU, de la Croix-Rouge et de la Fédération de Russie. Et cela dépend maintenant d'eux si nos gars de Mariupol seront en sécurité. Que se passe-t-il ensuite? Et puis ils s'attendront à un format d'échange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense, le processus mené par notre intelligence prendra fin. C'est un processus d'évacuation, de retrait et de préparation au dialogue et à l'échange de prisonniers de guerre. C'est exactement ce que vous avez déjà demandé aujourd'hui, s'il existe d'autres moyens diplomatiques que les militaires pour résoudre le conflit. Il y a des moments dans la guerre où la diplomatie doit aussi fonctionner. Bien sûr, nous les ramènerons à la maison, c'est ce que nous devons faire avec nos partenaires, qui ont également pris la responsabilité. En matière de diplomatie, vous avez souligné à plusieurs reprises votre disponibilité à rencontrer Vladimir Poutine. Quel est le but de cette réunion? Croyez-vous que cette réunion peut mettre fin à la guerre? Je pense, selon le moment où la réunion aura lieu. Le but change. La guerre est une guerre hybride, et il y aura le même monde hybride, des réunions hybrides. Par exemple, si nous tenions une réunion aujourd'hui, la question de Mariupol serait l'une des principales. On se réunira 2 ou 3 mois après, peut-être que ce sujet ne sera plus, et peut-être qu'il sera toujours d'actualité, et peut-être en partie, et ainsi de suite. Si nous nous étions rencontrés au début de la guerre, la conversation aurait été différente, nous comprenons la situation en Ukraine. Si nous nous réunissons aujourd'hui, nous discuterons des territoires occupés. Nous ne savons pas quelle sera la situation dans 2 mois, nous pouvons prédire ce que nous ferons et prédire le résultat, mais cela ne nous donnera pas des informations à 100% sur l'avenir. Ce n'est plus la réalité, car notre réalité est ici et maintenant. C'est pourquoi nos points clés sont de résoudre les problèmes d'échange, de désoccupation, de paix et de cessation de la guerre, ce sont tous nos objectifs, ils étaient comme ça au début. Peut-être n'étaient-ils pas si précis, car il n'y avait pas de détails dans les résultats de la guerre actuelle. Aujourd'hui, quand il y a l'un ou l'autre spécifique, on comprend les menaces, les risques, combien de personnes et où elles se trouvent. Nous comprenons que beaucoup dépend de nous, mais beaucoup dépend aussi de la Russie. Sans leur parler, nous devons énoncer le résultat dans lequel nous sommes. Nous avons atteint certains objectifs, nous nous sommes arrêtés à ce que nous avons réalisé, nous nous tenons ou tirons. Demain, par exemple, nous serons couverts par des tirs d'artillerie, nous reculerons et après-demain nous reprendrons l'offensive. Bien sûr, nous avons nos envies et nos objectifs. Oui, nous voulons rendre nos territoires et mettre fin à cette guerre, mais comment tout cela se passera-t-il et quand cela se passera-t-il malheureusement dépend du moment où nous parlerons à Poutine.
je pense que le dialogue de l'Ukraine avec la Russie aura lieu, mais on ne sait pas sous quelle forme, avec ou sans médiateur, dans un large cercle ou au niveau des présidents, qu'il s'agisse d'une conversation bilatérale ou avec la participation d'autres pays et diplomates des deux côtés. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je parle beaucoup? Non, je ne dis pas grand-chose? Non, tu peux. Merci. Par exemple, les garanties de sécurité sont un contrat important, un document et une condition très importante pour qu'il soit plus qu'un simple morceau de papier fictif. Il doit vraiment travailler et nous aider, nous, nos enfants, d'autres personnes, les dirigeants de l'État à l'avenir. Que ce document est devenu la base de la sécurité de l'État et de la société ukrainienne. Aujourd'hui, nous réfléchissons à un certain nombre de garanties de sécurité pour les pays partenaires en qui nous avons confiance. Nous développons un projet avec eux, nous l'avons partiellement développé. Nous aimons certains de ces éléments, certains. En tant qu'Ukrainiens, nous voulons trop, et eux, en tant qu'Européens, sont trop sceptiques, donc quelque part au bord de nos intérêts, nous trouverons une réponse qui est très importante pour nous, car nous avons besoin d'une ratification dans les parlements des pays garants pour soutenir la communauté internationale traitée. Nous voulons encore, nous voulons vraiment, c'est notre objectif, un accord séparé. Aujourd'hui, tout en est venu au point que l'accord prévoit un cercle d'États partenaires autour de l'Ukraine sans la Russie. La Russie ne devrait pas être parmi les garants de la sécurité. Bucha a changé certaines choses, le temps change aussi l'attitude envers certaines choses, et même pas où nous allons, mais comment la Russie s'est comportée. Qui est prêt à s'asseoir à la table des négociations, et qui ne l'est pas. Situation différente chaque jour, tout dépend de l'heure. Aujourd'hui, nous avons un accord qui est actuellement à l'étude. Et il devrait y avoir une conversation bilatérale séparée avec la Russie, avec le président de la Fédération de Russie. Que se passera-t-il après sa signature et quelle sera la version finale de cet accord, nous verrons. Il y aura une réunion ou pas, il y aura le résultat de « terrible Mariupol », où nous irons à Mariupol ou Volnovakha dans la région de Donetsk et verrons 5 peintures similaires à Bucha, Dieu nous en préserve, ou peut-être que ce ne sera pas le cas. Comment ils se comporteront, par exemple, avec les défenseurs de Mariupol? J'ai dit quand il y a eu un bombardement, s'ils détruisent les gens qui étaient à Azovstal, il n'y aura plus jamais de dialogue avec la Russie. Aujourd'hui, nous voyons. Ils ont donné l'occasion, pour ainsi dire, trouver une forme, pour sauver la vie de ces personnes, et ils les ont éliminées. Ensuite, il y aura un échange, beaucoup dépend aussi des résultats de ces processus. C'est ce que je veux dire. Par conséquent, il m'est difficile de dire de quoi nous allons parler et quels problèmes aborder. En général, j'ai une compréhension et j'ai des réponses aux questions les plus difficiles sur le Donbass, mais ce sont mes réponses. Et nous avons besoin de connaître les réponses des autres. Vous parlez de la situation quotidienne dans vos allocutions, Monsieur le Président. Et moi, en tant que journaliste, en tant que rédacteur en chef et en tant que citoyen, je tiens à vous remercier car ils sont sincères, francs, émotifs. Mais j'ai une question pour votre femme. Très bien. Je vais vous dire franchement, j'écoute toujours le président. Votre dernier discours était à Cannes, j'ai ouvert le téléphone le matin, j'ai lu et écouté tout le discours. Des mots vraiment sincères, émotionnels et humains. Le monde est très compliqué maintenant, il n'est pas prêt à écouter et à appeler un chat, mais vous pouvez le faire. Madame Olena, je me souviens que vous aviez dit dans une interview à l'époque, eh bien, je ne serai probablement pas le rédacteur de discours de Monsieur le Président, mais je pourrais éditer les textes. Donc je veux demander, les éditez-vous? Non, je n'édite pas. Il me semble que je ne serai plus capable de le faire, car leur travail a déjà atteint une telle taille, je n'ai peut-être même pas eu le temps de traiter physiquement un tel volume de travail. Et je ne veux même plus faire ça. Il me semble que tout va de mieux en mieux de toute façon. Bien sûr,
On peut discuter de certaines choses littéraires. Nous pouvons. On se dispute même parfois. Parfois, certaines astuces ne me suffisent pas. Et Il me parfois il y en semble a que trop. tout va bien avec les réceptions juste là. Alors trop. Il était possible de ne pas utiliser cette métaphore ici. Trop d'exemples. Vous pourriez en mettre 3, pas 7. Très long, serré, arrêt. Mais tout cela se passe après le discours. Nous discutons de ce qui s'est déjà passé. Je pense que j'ai d'autres missions importantes. Je vois qu'ils s'en sortent très bien avec l'équipe. Donc les textos ne vous montrent pas encore? Non, et je n'ai même pas cette opportunité. Je pense que Volodymyr lui-même ne voit pas toujours tous les textes à l'avance. Mais il surveille toujours comment ce travail se déroule. Je pense que c'est la bonne forme et la bonne approche. Il dit toujours au rédacteur de discours ce qu'il veut dire. Les pensées sont formulées et doivent simplement être mises sur papier, puis vous pouvez les modifier rapidement. Personne n'écrit pour le président ce qu'il a à dire. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Et c'est pourquoi il n'a pas besoin de mon aide, parce que c'est son opinion, pas la mienne. Je pourrais peut-être les organiser d'une manière ou d'une autre, mais cela m'aurait pris plus de temps que ses assistants. Trouvez-vous difficile de prononcer ces discours? Il est important pour moi de ne pas exprimer les opinions des autres. Il a toujours été important pour moi de bien comprendre ce que je fais. Je ne suis pas un mécanisme. Je ne suis pas un robot. Je ne peux pas tout faire moi-même. Et, bien sûr, je n'ai pas le temps d'écrire des discours complets. Mais je passe beaucoup de temps sur les appels les plus difficiles, en comparaison, je veux dire, avec d'autres exemples. Il est important pour moi que toutes mes pensées soient transmises. Je crois que l'idée d'un discours est aussi la tâche numéro 1. L'équipe, pour être honnête, est petite. Habituellement, 1 ou 2 personnes au maximum m'aident à préparer un discours. Nous n'avons pas besoin de plus de monde. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions. Et la tâche qui nous attend est de savoir comment transmettre mes pensées et cela est possible grâce à un travail d'équipe conjoint et coordonné. Un rédacteur de discours compétent doit d'abord recueillir des informations, les traiter et rédiger un texte. Par exemple, il était chargé de rédiger un rapport sur les travaux du cabinet des ministres ou d'un ministère. Il doit d'abord obtenir toutes les données et tous les chiffres, les organiser correctement et les communiquer aux gens afin que ce soit clair. Nos gens sont intelligents, mais ici l'information sera très pertinente, et il est parfois difficile pour une personne non formée, non spécialiste, de la comprendre, si le métier n'est pas lié à l'énergie, l'agriculture, etc. Par conséquent, le rédacteur de discours ne doit pas expliquer chaque terme comme un petit enfant, mais choisir les bons mots pour que tout soit clair. Nous comprenons de quoi vous parlez. Parce que vos appels quotidiens sont aussi du travail. Et nous, en tant que personnes qui travaillent avec des informations, comprenons qu'il y a une journée fructueuse, et parfois il n'y a rien de spécial à dire. Comment fais-tu alors? Tu dois sortir le soir et dire quelque chose. Je crois que je travaille tous les jours et que je ne me repose pas. Donc, j'ai certainement quelque chose à dire. Mais vous avez raison, parfois c'est vrai, il n'y a rien à dire dans l'actualité, parce qu'il n'y a pas d'actualité. Oui, c'est ce que je voulais dire. S'il n'y a pas de nouvelles, alors rien ne s'est passé. Pour moi c'est le bonheur. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Quand il n'y a pas de nouvelles, c'est la meilleure des nouvelles. Aujourd'hui, quand il y a une guerre, c'est ainsi. Mais il y a beaucoup d'autres travaux. Je pense que parfois vous pouvez annoncer les résultats de ce travail. Par exemple, lorsque vous avez fait quelque chose en une semaine et que vous avez obtenu le résultat aujourd'hui. Il se passe définitivement quelque chose dont vous devez parler aux gens. Une autre histoire qui est psychologiquement importante. Je suis là comme toi.
Nous faisons appel aux gens. Ils comprennent où vous êtes, que rien ne s'est passé. Parce que je pense que oui, si je n'avais pas parlé pendant 2 ou 3 jours, les gens pourraient s'en accommoder, sans doute. Mais les questions seraient nombreuses. Où est passé le président? Il se passe quelque chose dans le pays? Et cela déstabilise la situation. Vous avez donc besoin de parler aux gens, et même s'il n'y a pas d'informations très importantes, partagez les informations actuelles. Cependant, il est important de communiquer avec les gens. Au moins aujourd'hui, jusqu'à ce que nous gagnions. Exactement à la victoire. Nous croyons en elle. Je veux plus vite. Je n'ai pas beaucoup d'appels. Je pense que nous traiterons les appels. J'aimerais parler un peu de l'aspect psychologique. Madame Olena, j'ai récemment interviewé un médecin. Nous avons notamment parlé des femmes. Et je lui ai demandé comment garder les femmes en bonne santé, car beaucoup de femmes sont confrontées à des épreuves. Le médecin a répondu que les femmes devaient être en bonne santé, car historiquement, nous devons résoudre de nombreux problèmes. Comment évaluez-vous le rôle des femmes ukrainiennes dans cette guerre? Je veux dire tout de suite que j'ai toujours beaucoup apprécié la femme ukrainienne. Je pense que nos femmes sont les meilleures. Nous sommes 2 millions de plus en Ukraine. Bien sûr, les femmes sont partout. Les femmes combattent dans les forces armées, les femmes volontaires, les femmes médecins, les enseignantes. La plupart des gens qui travaillent sont des femmes. Il y a beaucoup de choses que nous, les femmes, faisons en dehors de nos activités professionnelles, et ce sont avant tout des enfants. Nous devons tous prendre soin de maintenant. Le système éducatif a été reformaté. Et maintenant, chaque enfant a besoin d'être nourri, des leçons doivent être apprises avec chaque enfant. Et tout cela est également fait principalement par des femmes. Nous ressentons tout. Je suis sûr que la société le voit. Et après la victoire nous nous souviendrons de l'héroïsme de nos femmes. Et nous n'oublions pas. Et nous insisterons déjà pour que la réglementation sur l'écart salarial actuellement en vigueur soit modifiée. Nécessairement. Différence entre les sexes. Dans certains endroits, la différence est de 20%. Par conséquent, je voudrais vous rappeler que nous avons traité cette question avant la guerre. Et je suis sûr qu'après la victoire, nous reviendrons vers lui. Et ce ne sera plus seulement un sujet de discussion rhétorique, mais ce sera une nécessité. Parce que nous devons montrer que nous avons remporté cette victoire ensemble. Je voudrais aborder le sujet de la santé séparément. C'est aussi un sujet très important. Et maintenant, je commence un gros projet à ce sujet. Il s'agit d'un programme national de santé psychologique des Ukrainiens, parce que je ne veux pas mal penser prématurément. Je ne veux pas parler des terribles conséquences de la guerre, mais nous subissons tous une pression psychologique. Presque chacun d'entre nous, j'en suis sûr, peut avoir des problèmes psychologiques à la fois pendant et après la guerre. Certaines parties de la population sont les plus touchées par la guerre, les enfants, les personnes âgées et les personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des êtres chers, ainsi que, bien sûr, les militaires qui reviennent de la guerre. Les conséquences des hostilités sont principalement le trouble de stress post-traumatique, qui attend un grand nombre de personnes. Alors maintenant, nous devons faire tout notre possible pour le système mondial de soins psychologiques. Honnêtement, nous aurions dû commencer hier. Sinon, nous aurons de très mauvaises conséquences non seulement immédiatement après la guerre, mais peut-être dans 10 ans. Toutes ces mauvaises conséquences nous attendent si nous ne faisons rien maintenant. C'est pourquoi nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Nous avons le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Nous bénéficions de l'aide et de l'expertise de pays profondément impliqués dans cette question. Par exemple, il existe d'excellents protocoles aux États-Unis, en Israël, qui traitent beaucoup des traumatismes militaires. Et la première chose que nous commençons à faire maintenant est d'auditer le système existant. Nous devons comprendre les points critiques sur lesquels nous devons nous concentrer. D'une part, nous avons été confrontés à un gros problème, et d'autre part,
Nous avons la chance que la santé psychologique soit désormais un sujet majeur dans presque toutes les plateformes de discussion à travers le monde. Après la pandémie de Covid, ce problème est passé à un niveau supérieur. Encore une fois, imaginez, nous avons survécu à une pandémie, et maintenant nous avons une guerre. Notre pays a besoin d'autant d'aide et de travail dans cette direction que possible. J'associe ces événements aux femmes, car ce sont les femmes qui souffrent dans la plupart des cas. Même s'ils ne souffrent pas physiquement, beaucoup de gens souffriront psychologiquement. Alors prenons soin les uns des autres. Surtout les femmes. Les femmes en premier lieu. Et les femmes prennent soin de nous. L'Ukraine a l'un des pourcentages les plus élevés de femmes militaires en Europe. C'est vrai. Monsieur le Président, nous manquons presque de temps. Mais j'ai encore 2 questions à vous poser. Parlons un peu plus. Ignorez cela. Votre temps est très précieux. Il est très précieux. Nous vous avons rencontré début avril. Vous avez ensuite parlé à des journalistes de la télévision ukrainienne. Je me souviens avoir demandé qu'il y avait une victoire pour vous à ce moment-là. Vous avez dit qu'atteindre la ligne de démarcation le 23 février avant une invasion à grande échelle pouvait déjà être considéré comme une victoire. Une grande victoire. Alors, et que signifie la victoire pour vous aujourd'hui ? Je crois que quel que soit l'appétit des différents segments de notre population, la chose la plus précieuse est de sauver la vie du plus grand nombre de personnes et de militaires. Ce sont des gens courageux qui sont prêts à donner leur vie pour notre terre. Je crois que c'est notre grande valeur et le trésor le plus précieux, comme l'a montré le résultat de cette invasion. C'est pourquoi je le pense. Vous n'avez pas besoin d'être très gourmand à ce stade. Bien que ce soit injuste. Parce que la justice sera quand nous prendrons tout. Exactement. Notre État rendra tout. Exactement. Par conséquent, la chose la plus importante aujourd'hui est de sauver des dizaines de milliers de personnes. Parce que personne ne donne rien sans se battre. Il y a un territoire dans lequel ils sont entrés fin février et l'ont occupé. Et il y a une zone qu'ils ont emportée il y a longtemps, il y a quelques années, et qu'ils ont creusé là-dedans, ils se tiennent là, assis, c'est-à-dire, installés profondément. Par conséquent, je crois que pour notre État, atteindre la ligne avant le 24e jour sans pertes inutiles est une grande victoire. Oui, je comprends. Nous ne rendrons pas nos territoires jusqu'au bout. Ce n'est pas aussi simple. Mais vous et moi devons regarder le prix de cette guerre. Et le prix de chaque désoccupation. Tout de même, nous rendrons tous les territoires plus tard. Tout est absolument, c'est vrai, nous avons brisé l'épine dorsale de l'armée la plus grande ou la plus puissante du monde. Nous l'avons déjà fait. Et au fait, poursuivant le sujet précédent, nous l'avons également fait psychologiquement. Il est très important. Ils ne se remettront pas sur pied dans les prochaines années. Mais n'oublions pas que tous nos militaires veulent vivre de la même manière. Ils ont juste un tel travail. Un travail si difficile. Mais ils ont aussi des familles, des parents, des épouses, des maris, des enfants. Comme chacun de nous, ils se réjouissent du soleil et de chaque nouveau jour. Et c'est pourquoi je veux que nous comprenions la valeur de chacune de nos étapes difficiles et réalisions la valeur de chacune de ces étapes, à la fois en avant et en arrière. Parce qu'on prend même du recul pour qu'il y ait moins de victimes. Tout cela coûte très cher. Nous payons de la vie de nos concitoyens. Par conséquent, entrer dans la ligne de démarcation avant une invasion à grande échelle sera une victoire. Mais je souligne que cette ligne est temporaire. Je suis sûr qu'il y aura une victoire. Mais ce premier pas montrera qu'ils ne nous ont pas brisés et que nous avons défendu notre terre. Après cela, nous passerons à la deuxième partie. J'aimerais que ce pays soit assez intelligent pour tenir la deuxième partie à la table des négociations. C'est ce que j'espère.
et que le résultat de cette conversation sera la justice finale. C'est tout pour nous. Et tous les Ukrainiens comprennent la justice de la même manière. Je l'espère, mais comment ce sera? Personne ne le sait encore. Monsieur le Président, vous avez dit, puisse notre pays avoir assez d'intelligence. Je veux élaborer là-dessus. Pas sur le nôtre. C'est exactement ce que vous avez Non, dit. que l'esprit était dans la Fédération de Russie. Pour qu'ils comprennent que la deuxième partie de notre relation doit être résolue à la table des négociations. Et notre État a assez d'intelligence, il a assez de tout. Mais je veux quand même te demander ceci. Je ne doute pas que la victoire sera. Nous croyons en elle. Vous savez, si vous prenez l'exemple de la Fédération de Russie, qui faisait partie de l'Union soviétique, elle a gagné en Allemagne. Mais, dans l'ensemble, aujourd'hui, elle a perdu, glissé dans une dictature, perdu l'économie. La Russie a finalement perdu. Comment gagner sans perdre? Gagner mais pas perdre, en perspective. Comment gagner mais pas perdre? Si vous avez gagné, vous n'avez pas perdu. Elena signifie des perspectives à long terme afin que nous ne soyons pas fiers de notre succès. Nous sommes maintenant au centre du monde. Nous sommes au centre du monde. Je ne voudrais pas perdre notre statut. Nous avons beaucoup donné pour tout cela, des gens, de l'énergie et du temps. Ce dernier, bien sûr, est le plus petit, mais il est toujours dommage de perdre du temps, car c'est le développement de l'État. Et il est très important que chacun se souvienne de la valeur de ses pertes. La Russie a habillé les enfants en uniforme soviétique, dans l'uniforme de l'armée qui a vaincu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont créé un culte sans se rendre compte de la valeur de cette victoire. Et cela s'est passé ainsi, à l'intérieur de la Fédération de Russie, le culte de la victoire. En même temps, combattant avec nous, la Russie ne comprend pas que la valeur de la victoire sur le nazisme était le monde uni. De telles choses sont précieuses pour l'homme. Et vous voyez ce que fait la Russie. Ils ont abandonné leur peuple, leurs soldats. Il y a eu des bagarres, des gens sont morts. Et la Fédération de Russie ne se souciait pas de ses militaires. De toute façon. On m'a récemment dit qu'ils prévoyaient enfin de ramasser les cadavres. Vous imaginez juste. Quand la guerre a-t-elle commencé, ils ont juste prétendu qu'il n'y avait pas de cadavres. Puis, quand ils ont commencé à admettre des pertes, ils ont emporté un petit nombre de corps. Et maintenant, ils commencent à peine à planifier comment ramasser les cadavres. Nous avons mis en relation l'ONU et la Croix-Rouge et leur avons demandé d'emporter toutes ces montagnes de cadavres de militaires. Et pour nous, la vie de chacun est très importante. Par conséquent, l'essentiel est de ne pas perdre la tête et de se rappeler comment chaque guerre, chaque occupation, chaque politique agressive peut se terminer. Que toutes leurs victoires, comme l'occupation de la Crimée ou du Donbass, sont très temporaires. Je suis sûr de cela. Absolument. Et dans l'histoire, il n'y aura même pas de traces d'eux. Tous ces territoires reviendront à l'Ukraine. Parce que ce sont nos terres. Je suis sûr de cela. Ils reviendront certainement. Oui, ils reviendront certainement. Je suis sûr et certain. Parce que la vérité est de notre côté. Savez-vous à quel point les Ukrainiens sont respectés dans le monde? L'Ukraine est à la mode maintenant. Il y a des gens qui n'ont rien fait pour l'armée ou pour la victoire, mais quand même, quand les étrangers les rencontrent, ils sont considérés comme des héros. Êtes-vous ukrainien? Alors, oh, héros, puis-je vous aider? Et c'est bien que nous soyons accueillis non seulement pour aider, mais d'abord accueillis avec respect, puis seulement ensuite demander s'ils peuvent aider avec quelque chose. Je pense que tu sens la différence. Respect, force, pas faiblesse.
Je veux télécharger qu'il est très important pour nous maintenant de ne pas perdre ce statut. Mais ce n'est probablement pas le bon mot. Ce n'est pas un statut. Ne perdez pas cette modernité. C'est une manifestation de l'Ukraine en tant que nation. De plus, l'Ukraine est désormais unie comme jamais auparavant. C'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre cette guerre. Je voulais vous expliquer pourquoi. Parce que cette guerre n'est pas contre la Russie, mais avec la Russie. Ce sont des choses différentes. J'espère que vous comprenez la différence. Ce n'est donc pas une guerre contre la Russie, c'est une guerre avec la Russie pour l'Ukraine. La vérité est avec nous. Nous luttons pour nous-mêmes. C'est important. C'est une position forte. Nous ne sommes pas des agresseurs, nous ne sommes pas venus sur la terre d'un autre. Non non, je me bats pour moi, mais avec toi. Maintenant, nous sommes en guerre pour l'indépendance. Et nous ne pouvons pas le perdre. Parce que nous nous battons à nouveau pour notre liberté et notre souveraineté. Et tout cela est à nous. C'est un point très important, même psychologiquement. C'est de cela qu'Elena parlait. Psychologiquement, les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe. Vous ne pouvez pas perdre pour vous-même. L'attitude envers les choses des autres est appropriée. Même si quelqu'un les enlève, vous vous en moquez, car ils ne vous appartiennent pas. Mais tu ne peux pas donner tes affaires. Et ils doivent être défendus pour les générations futures. Merci. 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 Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros.